fascine le plus sur le site du Conquil aujourd'hui, c'est vraiment l'évolution, essayer de comprendre l'évolution des falaises dans le temps. On sait que voilà, sur les sites troglodytiques en général, ça a été utilisé et ça a servi à la préhistoire. Après, il y a eu des premiers aménagements. Nous, la grosse utilisation, la grosse période d'utilisation de ces sites, ça va être pendant la guerre de 100 ans vraiment. Et après, ça a été remanié encore jusqu'au XVIIe et puis jusqu'à nos jours. Hein, ça a encore servi. Je sais qu'on en parlait à l'époque avec Papy Jeannot, que même pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a quand même servi de. Il y a des soldats anglais, là, des parachutistes notamment, qui se sont servis de cachette. Donc c'est un site qui a servi de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et c'est essayer de retracer un peu, essayer de trouver une chronologie dans le temps. Allez, c'est parti. On a découvert le Conquil, c'était un job d'été pour moi au début. Je suis rentré en animateur acrobranche, donc rien à voir avec le Conquil. J'ai fait une saison là-bas. La saison d'après, moi j'ai travaillé ailleurs. Annabelle, elle a travaillé là-bas. Elle est restée 10 ans. Jusqu'au jour où tout bêtement, je leur ai dit, parce que c'est vrai que j'étais bien dans ce lieu, et je leur ai dit, voilà, si un jour vous vendez, c'est quelque chose qui nous plairait bien avec Baptiste. On en avait déjà parlé, mais sans même penser que la vente se ferait un jour. Et du coup, est arrivé une fin de saison où ils m'ont dit, tu sais, un jour tu nous avais dit qu'éventuellement, si on devait vendre, ça vous intéressait. Nous aussi, ça nous tiendrait à cœur que ce soit vous, puisqu'on travaille ensemble depuis longtemps et qu'on vous connaît bien. Et du coup, ils nous ont proposé le rachat du fonds de commerce à l'époque, du Conquil. Et bien évidemment, moi j'étais partante à 300%, et en rentrant, j'en ai parlé à Baptiste, qui bien sûr était aussi partant dans ce projet. Donc on est ensuite parti dans de longues démarches pour racheter le fonds de commerce du Conquil. Voilà, c'est là que les ennuis ont commencé. Parce que quand on a voulu reprendre le site, on avait 24 ans. Donc certes, ce qui est jeune, mais c'est vrai que c'est assez frustrant d'entendre dire non, on ne vous suit pas parce que vous êtes jeune, alors que le projet était viable. Il y avait quand même des documents à l'appui. On a vu la Chambre des métiers qui nous avait fait tout un dossier aussi. Enfin voilà, on a eu pas mal d'aide. Et c'est vrai que s'entendre dire ça, c'est compliqué. Donc on a eu la chance d'avoir la banque des anciens gérants qui ont suivi, parce que forcément, ils avaient leur compte, ils avaient les chiffres, ils voyaient que ça marchait. Donc ils ont dit OK, on y va. On est passé aussi devant des commissions pour avoir à l'époque des prêts à taux zéro, donc Initiative Périgord. Le parc, quand on a repris, comme tu disais tout à l'heure, c'était c'était un 3 en 1, donc on avait vraiment la partie troglodytique, le site du Conquil, où là il y a une visite. Donc il y a tous les entretiens, des chemins, des falaises, des arbres au-dessus, en dessous, donc c'est un gros boulot. La partie acrobranche, qui, elle, il a fallu développer, donc aujourd'hui que ça s'appelle le Préhistobranche, mais à l'époque c'était englobé dans la même formule. Et le parc aux dinosaures, ouais, c'est ça, ouais, qui à l'époque, quand on a repris, il devait y avoir une vingtaine de dinosaures, un peu plus. Plutôt vieillissante quand on a repris. Donc, il y en avait quelques-uns qui étaient jolis, mais ouais, ça n'a rien à voir avec les nouveaux animatroniques qu'on a aujourd'hui, qui sont à taille réelle, qui bougent, qui crient, qui ouvrent les yeux, la gueule, enfin c'est quand même... plus immersif. Ouais, beaucoup plus immersif. On était quand même très proche des anciens propriétaires, et on l'est toujours d'ailleurs, notamment Francis avec Estardier. Francis, un des enfants Estardier, puisque les terres appartenaient à l'époque à monsieur Jeannot Estardier, appelé Jeannot, son petit surnom. Du coup, lui, il est encore très investi, Francis, avec nous, puisqu'il participe notamment aux fouilles, etc. Donc on est encore en contact avec eux, puis Michel, qui est à son entreprise juste à côté, qu'on voit aussi de temps en temps. Et c'est vrai que dans l'histoire du site, ils ont aussi leur importance. Nous, on a eu la chance de connaître donc Jeannot Estardier, avec qui on était très proches. C'était, comme je disais, c'était un peu nos yeux. Il nous disait tout ce qui se passait sur le parking, quand des clients partaient, ce qu'ils se disaient. Enfin, c'était marrant. Et du coup, on parlait beaucoup de cette partie donc, du site historique, du site du Conquil. Et c'est lui, donc, à l'époque, qui a commencé à chercher
à faire les premières recherches, puisque c'est vrai que tout le monde connaît l'histoire de la découverte de Lascaux. Lui, il avait la chance d'avoir ces falaises ici en bord de Vézère sur ses terres. Et comme beaucoup dans la vallée, il s'est dit pourquoi pas moi en fait? Pourquoi moi aussi j'ai pas mon petit Lascaux? Donc il est parti dans ses recherches. Il a entrepris ses propres fouilles, avec ses propres moyens, des fois un petit peu radical, mais voilà, il avait quand même la boîte de travaux publics, donc on peut imaginer ses techniques. Et nous, on parlait beaucoup avec lui, et donc ils ont ouvert ensuite en 96 le site au public. C'est sa petite fille, donc Magali Estardier, qui l'a ouvert au public. Et je sais que Jeannot avait un regret, moi il me l'a dit, il m'a dit mon plus grand regret, ça a toujours été que les recherches ne continuent pas. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient mis à jour, c'est ce qui est resté à jour, et puis il n'y a pas eu de continuité. Et du coup, je lui avais dit, Jeannot, je vous promets qu'un jour on le fera. Et du coup, voilà, on a lancé toutes ces démarches pour connaître l'histoire du site du Conquil. Et en 2022, on a eu les premières fouilles, fin 2022. Ouais. Et du coup, on était fiers de se dire que voilà, la promesse qu'on lui avait faite, on y était, ça y est, c'était concret. Et ça, franchement, c'est... Voilà, donc Jeannot, lui, c'est vraiment une fierté pour nous. Il n'était plus là, mais voilà, donc nous, on les suit tout le temps avec son fils Francis, et c'est lui qui fait les pelles quand il y a les fouilles et tout ça, donc il vient avec son matériel, et à chaque fois, on a suivi les fouilles. Il y a sa fille, Magali, qui passe de temps en temps regarder un peu les avancements du site. C'est un site qui lui tient à cœur, on le sait. Et du coup, voilà, ça se poursuit encore dans le temps, dans les recherches. Et puis voilà, c'est une famille qu'on côtoie toujours. Et puis souvent. On les fait toujours vivre quand même dans ce lieu, puisque même lors de nos visites guidées, ou même sur l'audio guide, on retrouve quand même ce petit bout d'histoire avec voilà, Jeannot Estardier, ses premières découvertes, ses regrets, et puis du coup, nous, la suite de l'histoire. C'est un cadre qui est quand même exceptionnel, on peut le dire. Ouais, déjà, on est à Saint-Léon-sur-Vézère, ça longe la Vézère, on est en face du château de Clérance, là où on est aujourd'hui. Voilà, le cadre en lui-même, déjà, voilà, il suffit. Et après, il y a cette balade là, le long de la Vézère, ces abris sous roche. On essaye de comprendre et de s'imaginer. Aujourd'hui, c'est compliqué de se réimaginer les différents niveaux d'utilisation du site qu'il y a pu avoir. Il y a des niveaux qui sont encore enfouis aujourd'hui. On a des parties d'abris sous roche, de grottes qui sont encore enfouies sous la terre. On essaie de déblayer, mais il faut, voilà, encore une fois, passer avec des archéologues, refaire des fouilles pour pouvoir ouvrir ça et continuer à exploiter la plus grosse, ou pas la plus grosse partie, mais en tout cas une bonne partie du site qui est aujourd'hui pas accessible au public et qui est enfouie, que nous on connaît. Que ça soit de ces grottes, du gouffre. On a un gouffre de 13 mètres de profondeur, un cône comme ça qui descend, où après ça part dans des cavités un peu dans tous les sens. C'est un petit gruyère, quoi. Voilà, le sous-sol, on sait que c'est un petit gruyère. Du coup, voilà, pouvoir essayer d'exploiter une partie, même s'il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais sécuriser, qu'on ne pourra pas ouvrir au public, mais essayer de lui faire une chronologie de visite cohérente, concrète, qu'on puisse exposer aux gens, et voilà, et de refaire découvrir l'histoire du site à nos nouveaux visiteurs, ou des gens qui sont déjà venus. Et voilà, tous les ans, tous les 2 ans, on connaît de nouvelles choses. On sait maintenant que ce qui a peut-être été dit il y a 3-4 ans, c'est peut-être plus la vérité d'aujourd'hui, grâce aux fouilles, grâce aux recherches historiques. Donc voilà, tout ça se fait, mais c'est long, c'est très long. Et même au Saint-Léonais. Et même au Saint-Léonais. Souvent, on a entendu des choses. On se rend compte que les Saint-Léonais eux-mêmes ne connaissent pas forcément l'histoire du lieu. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur, et on leur refait découvrir au fur et à mesure en organisant des petits événements, comme l'année dernière où on a fêté les 10 ans, du parc et de notre reprise. Et du coup, c'est vrai qu'on en a profité pour faire redécouvrir un peu au Saint-Léonais, et on fait par petits groupes, et on va continuer comme ça, et au fur et à mesure qu'on découvrira des choses, on leur exposera aussi, et on s'aperçoit que du coup, c'est vrai que tout le monde après part dans cette histoire qui est très très prenante. Et si en plus de ça, on peut démontrer historiquement parlant l'utilité de ces falaises à travers toutes les époques, je pense qu'on aura
on aura réussi ce qu'on voulait faire.